Madame, Monsieur, chers internautes, bienvenue dans votre émission littéraire 4e de couverture. Aujourd'hui, votre émission accueille Aziz Fall, l'auteur de l'ouvrage Les promesses d'une devise, ici chez lui, au Mamel. Monsieur Fall, merci de nous avoir accueillis chez vous. C'est un plaisir, je vous souhaite déjà la bienvenue et merci aussi de vous déplacer. Le Sénégal est un pays dont le peuple s'est illustré par la décence à travers l'histoire. Nous venons tout juste de sortir d'élections présidentielles. Les gens craignaient à des violences. Finalement, tout s'est passé paisiblement. Votre réaction en tant que Sénégalais? Bon, d'abord, c'est une fierté parce que c'est la confirmation que ce qui nous déterminait depuis l'histoire, c'est encore vérifié. C'est-à-dire que nous sommes tout le temps en mesure d'être à la hauteur de l'histoire et d'être toujours présent quand on est appelé par l'histoire. Donc ce n'est pas en soi une surprise, mais en même temps, il va falloir rendre un hommage vibrant au peuple sénégalais pour sa démonstration, encore une fois, sa démonstration civique. Vous avez écrit un ouvrage que vous avez intitulé Les promesses d'une devise. Avant même d'entrer dans le fond, parlons de la forme. Quand on parle de promesses d'une devise, on voit dans la forme qu'il y a les symboles de notre Sénégal. Pourquoi ce choix? Ben écoutez, il y a une relation évidemment directe et intrinsèque, j'allais même dire, entre ce qui est énoncé du point de vue des mots et son illustration par les images des armoiries de la République. Car si on parle de la devise, c'est un symbole de la nation et ce symbole-là, entre autres, est illustré par les armoiries de la République. Donc il y a une logique dans cela. Vous parlez du Sénégal, un peu de son histoire, mais vous avez tenu quand même à y mettre des formes. Quand vous nous dites que vous n'écrivez pas un livre, mais vous allez demander simplement à vos aînés la permission de prendre la parole, et vous nous dites, héritière d'une civilisation orale où parler accomplit un dessein de confirmation identitaire, la parole permet donc l'affirmation de l'être, si tant est que chez nous, on n'existe que par l'appartenance à un récipient culturel. Et vous demandez à vos aînés de pouvoir prendre la parole. Ces formes que vous avez choisi de mettre, est-ce un rappel à une appartenance? En tout cas, c'était l'intention. C'était de démontrer dès le départ que j'appartiens, comme je l'ai évoqué dans le texte, à un récipient culturel. Et en tant que tel, il va falloir que tout ce que je fais reflète, si vous voulez, les différents éléments d'explication ou d'illustration de ce référent, de ce récipient culturel-là. Et qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que nous sommes, quoi qu'on a, quelles que soient d'ailleurs les tergiversations qu'on peut avoir, nous sommes une société orale. Mais nous sommes une société orale, mais également organisée. Il y a des rituels, il y a des méthodes avec lesquelles on peut parler. Et l'une de ces méthodes, c'est de demander la permission à ses aînés parce que nous avons un respect qui est ancré en nous, envers nos aînés, envers nos parents, envers nos grands. Quelle que soit d'ailleurs la différence d'âge, à chaque fois que quelqu'un est votre aîné, vous lui devez un certain respect. Et la manifestation de ce respect, c'est lorsqu'on a quelque chose à dire, qu'on leur demande déjà la permission de pouvoir parler. Et si on le fait, je crois qu'on vous donnera la plateforme qu'il faut, mais surtout l'écoute et l'attention qu'il faut. C'est un petit ouvrage, toujours pour parler de la forme, mais de votre style capte le lecteur une fois qu'il commence à survoler l'ouvrage. Finalement, il ne survole plus, mais il lit tout un ouvrage. Votre style, si nous devons parler de votre style d'écriture, car écrire, d'abord, certes, il y a du fond, mais il y a de la forme. Nous avons senti, lorsque nous lisons cet ouvrage, que les formes quand même y étaient. Qui est Aziz Fall alors pour y mettre de telles formes? Écoutez, bon, ça c'est une question relativement difficile car vous me demandez de faire une analyse, je dirais presque psychosémiotique et stylistique de la personne que je suis. Or, c'est me demander justement de remettre en cause un adage qui dit qu'on ne peut pas être sur un balcon et se voir passer dans la rue. Ce que je peux dire par rapport à ce style, c'est que certainement ça ne vient pas ex nihilo. Peut-être c'est le reflet de mon pedigree et de mon histoire académique, etc. Parce que j'ai fait des études de littérature comparée et de lettres modernes. J'ai eu une licence dans ce domaine et j'ai, pendant tout le temps que j'étais jeune, étudiant, élève, j'ai beaucoup aimé les lettres. J'aimais bien écrire, j'aimais bien lire.
Et peut-être c'est aussi ça qui nous permet parfois d'avoir la possibilité de faire des expérimentations du point de vue de l'écriture, mais tout en gardant à l'esprit que ce qui m'importe le plus, c'est le message, quel qu'il soit, que je veux faire passer. Je rappelle juste, chers internautes, que Aziz Fall est diplômé en communication politique au Danemark et en littérature comparée à Paris. Aujourd'hui, Aziz Fall est directeur dans une institution gouvernementale du Sénégal. Ce natif de Saint-Louis et fils du Sénégal nourrit une grande passion pour son pays et les questions citoyennes. Justement, en parlant des questions citoyennes, vous avez commencé votre ouvrage par une description de la rue. Qu'est-ce qui vous a attiré dès votre retour au Sénégal? Car je rappelle que vous avez passé des années à l'extérieur, vous étiez un expatrié, vous êtes de retour, mais vous avez fait une description sur la rue. Pourquoi ce premier choix? En fait, c'était plus un prétexte pour attirer l'attention sur des questions qui apparemment sont banales, mais qui sont, quand on y regarde d'un peu plus près, qui sont essentielles. Parce qu'elles nous renseignent sur le niveau, je dirais peut-être de responsabilité, de prise en compte, le niveau d'attention des uns et des autres par rapport à l'espace qui nous est commun. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'on peut faire des extrapolations pour dire que la rue nous donnerait des informations qui seraient pertinentes par rapport à l'état général de notre communauté. C'était dans cette perspective que je me suis permis de jeter un regard observateur sur justement la rue, et pas seulement la rue en tant que telle, mais la rue avec son fourmillement de monde, son fourmillement de va-et-vient, de transactions et de situations qui vous donnent quand même un snapshot, un baromètre de notre société. Justement, un baromètre de notre société. Lorsque nous lisons l'ouvrage, on a l'impression que Aziz Fall, en tant qu'observateur, nous dit « mais c'est le Sénégal que je suis en train de voir là, après mon retour. Est-ce que réellement c'est ce Sénégal-là dont je rêvais? Est-ce que réellement c'est ce Sénégal-là que nos aînés nous ont laissé à travers notre histoire et tout? Est-ce que vous avez l'impression que ce que le Sénégal est aujourd'hui était l'aboutissement de ce que les aînés ont laissé? En fait, votre question nécessite une réponse sur plusieurs niveaux. Alors, le premier niveau sur lequel je veux insister, c'est que oui, j'ai été absent pendant longtemps, et quand je suis revenu, je ne m'attendais pas à voir ce que j'avais laissé ici. Ça n'a aucun sens, ne serait-ce que par respect à une dynamique naturelle de l'évolution des uns et des autres, des sociétés, des hommes et des femmes, etc. Mais en même temps, quand je fais une analyse du Sénégal, peu importe d'ailleurs le moment historique où je fais cette analyse, je ne le fais pas sans pour autant avoir en tête une certaine situation de référence. Et la situation de référence, c'est l'idée que je me fais, peut-être à tort ou à raison, de ce que ce pays peut être plus que ce que ce pays est. Et quand je vois le potentiel de ce pays à travers ses personnages historiques, aussi bien dans le domaine intellectuel, dans le domaine spirituel, religieux, politique, sportif, peu importe, je me dis que ça ne doit pas être un hasard. Ceci doit être indicatif de la valeur intrinsèque d'un peuple. Et justement, quand je regarde cette valeur intrinsèque de ce peuple et que je fais maintenant la mesure par rapport à ce que je vis à l'heure actuelle, je me dis qu'il y a un décalage. Au moins, on doit se poser des questions. Pourquoi c'en est ainsi? Est-ce qu'il y a une part de responsabilité qui n'a pas été prise comme il le fallait? Ou bien il y a un moment où un chaînon a manqué, mais justement, un élément a manqué dans cette chaîne qui nous permet d'être une société dynamique, toujours résolument orientée vers un développement progressif. Je vais lire une partie. La saleté de l'intérieur n'est pas visible. La saleté de l'extérieur n'est pas de ma responsabilité. Entre les deux faux fuyants, la saleté trouve la latitude et toutes les raisons d'imposer un règne suprême. Elle ne se limitera point à l'environnement. Elle trouvera toujours un moyen de s'incruster dans nos âmes à force d'être présente toujours et partout. Je dis, quand je lis Aziz Fall personnellement, je sens un homme qui écrit par métaphore, qui a la subtilité de
vous allez m'excuser du terme, mais même s'il vous insulte avec élégance, en choisissant des mots. N'importe qui ne peut pas lire Aziz Fall, ça c'est clair. Ici, je vous donne juste le temps d'expliquer au lecteur ce que vous voulez dire par là exactement. Quand vous nous dites que la saleté de l'intérieur n'est pas visible, la saleté de l'extérieur n'est pas de ma responsabilité. Et vous nous dites, entre les deux faux fuyants, la saleté trouve la latitude et toutes les raisons d'imposer un règne suprême. Et nous sommes dans le chapitre La rue. Je vous laisse commenter ce que vous voulez dire par là. Oui, mais bon, écoutez, bon là, je suis dans une situation très inconfortable parce que, de mon point de vue, ma relation déjà avec ce texte, elle a été terminée le jour où ça a été déposé auprès de la maison d'édition. Donc, ce que je devais dire, en tout cas dans les conditions où je les ai dites, où j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai déjà terminé ce processus. Maintenant, je laisse les lecteurs et les commentateurs d'en faire ce qu'ils veulent. Mais une chose est certaine, c'est que j'essaie en même temps de dire beaucoup de choses. Appel à l'intelligence. Beaucoup de choses avec des mots très courts. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de discontinuité entre ce qui se passe chez soi et ce qui se passe à l'extérieur de soi, pour autant qu'on est impliqué en tant qu'acteur au niveau de ces deux espaces. Alors, s'il y a une saleté à l'extérieur, c'est certainement parce que cette saleté-là ne vient pas exclusivement de l'extérieur. Peut-être qu'à l'intérieur, elle trouve déjà ses germes. Maintenant, il est clair que quand on est chez soi, personne ne voit comment ça se passe. Si c'est sale ou pas, personne ne le voit. Donc, la saleté de l'intérieur, elle est invisible. Ne peut-on pas faire une transposition de cette saleté de l'intérieur que vous appelez maison à l'autre intérieur qui se trouve dans l'être humain, chez l'être humain? Exactement, c'est là où je voulais en venir. Parce que la saleté, elle n'est pas simplement dans sa dimension, je dirais presque matérielle. La saleté, elle a plusieurs niveaux. La saleté, bon, c'est vrai que j'utilise des termes un petit peu très forts, mais il y a aussi une certaine vertu pédagogique à vouloir choquer de temps en temps. Parce que quand on pense et qu'on ne pense pas d'une façon relativement saine, c'est sale, je dirais. Quand on agit, quand on réfléchit, quand on oriente sa pensée vers des directions qui ne sont pas des directions pures, évidemment, je trouve ça sale. Et c'est justement l'ensemble de ces éléments-là qui vont constituer, si vous voulez, notre habitus et la base à partir de laquelle on va avoir une relation avec le monde. Et nécessairement, ça va se transposer quand on est à l'extérieur également, dans ses actes, dans ses attitudes et dans ses positions. C'est Aziz Fall, aussi pertinent qu'il est. Nous allons parler maintenant de grammaire et le sens. Aziz, lorsqu'on lit cette partie, nous voyons que vous avez été formé et même formaté par votre grammaire. Quelle est la relation que vous entretenez avec votre grand-mère, Aziz? Oui, elle est spéciale. Et ce qui est intéressant, c'est que je m'en rends compte au fur et à mesure que je vieillis, si on peut le dire ainsi. Mais c'est une femme, comme je l'ai dit un jour dans un entretien, c'est une femme qui encapsule, de mon point de vue, toutes les valeurs les plus cardinales, les plus importantes de la société qui est la société mienne, la société du Sénégal. Et elle m'a toujours appris que rien ne peut résister à la puissance de la décence. Et c'est pour cette raison-là d'ailleurs que je parle de décence un peu partout. Il ne faut pas négliger sa puissance. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez fait référence du point de vue stylistique à la manière avec laquelle j'écris, qui vous permet de spéculer, que je peux même dire des choses relativement un petit peu désobligeantes, mais en les disant de façon acceptable. Pourquoi? Parce que justement, il y a l'empreinte invisible de ma grand-mère dans tout ce que je fais. Ou en tout cas, j'aspire à ce que ce soit le cas, car si je suis en alignement avec les principes directeurs par lesquels elle nous a éduqués, je serai toujours dans le bon sens, à la fois de l'histoire, mais également de la vie. Vous nous dites, avec la décence qui auréole ces âmes qui ont l'aversion de l'obscène et du grossier. Elle nous interdisait l'anathème et les propos désobligeants à l'endroit de nos pères et à l'endroit de l'humain tout court.
Ils ne doivent point avoir cours dans une société telle que la nôtre. Notre héritage culturel, disait Grammaire, et culturel nous le proscrit. Et vous nous dites, Grammaire aurait du mal à comprendre ce qui se passe maintenant au pays de ses petits-enfants. Elle qui nous disait sans cesse que rien ne peut résister à la puissance de la décence, pour vous reprendre, et nous enjoignez de toujours prendre son parti, peu importe les circonstances. Mambaïlo, votre grand-mère, mon ami d'enfance, s'en souvient encore. Votre grand-mère, donc vous avez un ami d'enfance qui se souvient encore des propos de votre grand-mère. Et vous nous dites qu'elle n'est plus là. Je suis conscient que le vide qu'elle a laissé ne sera jamais comblé. Et ma recherche n'est que plus actuelle à son absence. On sent, Aziz, quand vous nous parlez de décence. Dans ce que vous avez écrit, on sent que grand-mère est comme une sorte de boussole. Pourquoi j'insiste là-dessus? Vous êtes peut-être un exemple, mais à travers vous, combien de Sénégalais se réfèrent aujourd'hui à l'éducation qu'ils ont reçue de leur grand-mère? Est-ce qu'aujourd'hui, Aziz Fall est la synthèse de l'éducation qu'il a reçue de sa grand-mère? Oui, je pense que si j'étais la synthèse, en tout cas la synthèse la plus parfaite de l'éducation de ma grand-mère, je serais dans une situation vraiment meilleure, beaucoup meilleure que la situation où je suis. C'est vous dire simplement que c'est un idéal derrière lequel je vais de manière farouche m'engager, parce que je sais que il n'y a pas meilleur que cet idéal. Mais il faut aussi que j'insiste sur un élément, c'est que ma grand-mère, quelle que soit sa grandeur, et je sais que c'est une grande dame, n'en est pas moi une illustration de quelque chose qui existe au Sénégal, qui s'est disséminé, si vous voulez, sur tout le territoire national. Et c'est ma conviction que des grands-mères comme Sarah, il y en a partout. Donc ce à quoi j'invite les Sénégalaises et les Sénégalais, c'est de faire tout ce qu'ils peuvent ou ce qu'elles peuvent faire pour ne jamais décevoir, si vous voulez, l'espoir ou l'héritage, verbalisé ou pas, de nos grands-mères. Si on le fait, je pense que nous serons heureux. Juste, nous allons déplacer le curseur, pour parler le Sénégal et le sens. Vous avez parlé du peuple sénégalais. Mais en abordant cette partie, ce chapitre, nous avons vu que vous avez parlé de ce qui fait quand même l'héritage culturel du Sénégal, notre richesse, à travers notre pluralité et l'acceptation de cette pluralité par l'acceptation de l'autre, à travers l'ethnie. Vous nous dites que le peuple du Sénégal a su exister avec le temps et dans le temps, lieu d'une floraison d'ethnies différentes avec des langues différentes, supportant des cultures distinctes de l'Atlantique aux frontières de l'Empire du Mali d'antan. Aujourd'hui, nous avons un peuple uni, c'est notre richesse, un peuple pacifique, c'est notre richesse. Aujourd'hui, si vous jetez un regard à travers ce qui se passe dans ce monde et à travers surtout aujourd'hui le discours que tiennent certaines personnes et qui peuvent heurter et qui peuvent désunir ce que nous avions toujours comme richesse, qu'est-ce que cela vous fait? Écoutez, je crois que j'ai indirectement, sinon répondu, mais en tout cas touché ce point-là récemment. Car il est vrai qu'il faut toujours chanter cette exception sénégalaise qui se traduit par une unité à nul autre pareil, en tout cas à l'échelle africaine. Ça c'est un. Et de deux, on a pu, sans coup férir, gérer nos différentes contradictions qui relèvent de certaines circonstances géographiques, culturelles, etc. pour constituer une nation. Même si elle est toujours jeune, elle a en son sein tous les éléments qui lui permettent de toujours se fortifier, se consolider. Mais il y a une chose sur laquelle il faut que j'insiste, et j'ai toujours attiré l'attention sur cela, c'est que, et ça c'est un principe qui est quasiment universel, rien n'est définitivement établi, rien n'est définitivement acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si nous sommes un peuple uni, il va falloir que nous travaillions à ce que cette unité puisse perdurer et qu'on n'a pas droit à l'erreur. Il ne faut pas tomber dans la complaisance. Il ne faut pas croire que oui, on a toujours été pacifique, quelles que soient les circonstances, on le sera toujours. Parce que le monde bouge, les enjeux se déplacent, les forces centrifuges sont différentes d'un moment à un autre. De telle sorte que maintenant, nous devons chaque fois réfléchir dans nos actes, mais aussi dans nos discours, à la responsabilité qui est en nous pour faire en sorte que le Sénégal demeure, ce pays-là,
qui veut être un peuple disposant d'un but et avoir une foi dans sa capacité à être un peuple qui tend toujours vers le mieux-être, vers le bien-être. Là, j'ai eu quelques frissons ces derniers temps quand j'entends certains discours, parce que c'est tentant. Parce que nous sommes dans un monde où le sensationnel commence à prendre le dessus sur l'essentiel. Et que la vitesse des informations vous permet de dire des énormités, sachant que le lendemain, ça va être effacé par une autre énormité. Et si on ne fait pas attention, justement, on va se mettre sur une pente glissante et on n'est jamais à l'abri des dérives. C'est pour cela que le Sénégal dispose d'une chance, et avec une chance vient une responsabilité à sa hauteur. Faire en sorte que le Sénégal demeure ce pays qui a toujours été un point de lumière, si vous voulez, dans ce contexte. Je voulais justement, vous nous dites que l'agenda national est personnalisé et la légitimité sociale et politique semble subordonnée au clan ou à la proximité biologique ou d'ambition sous toutes ses formes. Le grand salut de la communauté ne motive pas les choix, ni des directions, ni des hommes. Préférer le compagnon d'intérêt à celui qui est prêt à accompagner l'intérêt de la nation devient un modus operandi. L'ennemi n'est plus une force maléfique et malveillante provenant d'un extérieur lointain. Non, l'ennemi est l'adversaire du moment et constitue un reflet asymétrique. Juste pour consolider ce que vous disiez tout à l'heure, nous allons continuer dans la même logique puisqu'il ne nous reste que 5 minutes pour parler d'une partie qui m'a beaucoup marqué et sûrement qui marquera les lecteurs de cet ouvrage, votre ami Ted. Pourquoi vous avez choisi de parler de votre amitié et d'écrire sur ce que vous avez écrit avant de l'aborder en profondeur? Oui, c'est symbolique de mon point de vue. C'est un homme extrêmement brillant. C'est un homme extrêmement brillant. Et le fait qu'il soit sénégalais me remplit de bonheur et de fierté. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est d'une confession différente de la mienne, d'une ethnie différente de la mienne. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on n'a jamais, dans le cadre de nos relations, de nos interactions, quelle que soit d'ailleurs leur nature, on n'a jamais spéculé ou bien contemplé l'idée de mettre l'accent sur le fait que nous soyons différents du point de vue confessionnel ou du point de vue ethnique ou que sais-je encore. Et d'ailleurs, on ne se ressemble pas. Il est teint clair, je suis très noir. Mais en faisant appel à mon ami Ted, je rappelais aussi aux Sénégalais le fait que nous soyons un peuple exceptionnel. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Et c'est tant mieux encore comme cela. On est un peuple exceptionnel à l'heure où, à l'échelle mondiale, on voit qu'il y a des tensions extrêmement fortes. Et la plupart du temps, ces tensions-là trouvent leur origine sur des considérations confessionnelles qui divergent. On voit ce qui se passe à l'heure actuelle avec l'islam et la manière avec laquelle il est traité à l'échelle internationale et le fait que les gens, de plus en plus de personnes, soient convaincus que c'est en porte-à-faux avec les valeurs, ce qu'ils disent, les valeurs universelles de modernité, alors qu'au Sénégal, on voit des gens qui vous démontrent tout le contraire, tous les jours. Et que cette richesse-là, c'est d'abord notre richesse à nous, pour démontrer à nous-mêmes, mais aussi au monde, que nous sommes le seul pays qui soit capable, comme je l'ai dit, avec fierté et sans apologie, le seul pays capable de réconcilier les paradoxes immémoriaux de l'existence et de la condition humaine. C'est-à-dire être musulman, être démocrate et aussi gouverner un pays d'obédience musulmane et être apprécié justement parce que tu es un être humain qui partage avec nous des valeurs qui sont ancrées dans l'universalité et dans la quête prométhéenne depuis toujours, c'est-à-dire toujours le mieux-être. Je crois que le Sénégal a cette responsabilité. Et une fois que nous soyons en mesure de le comprendre et de l'intégrer, si vous voulez, dans notre façon d'être, le reste viendra plus facilement parce que le reste, ce sera des questions relativement au comment. Le comment, c'est quelque chose pour lequel je n'ai aucune crainte. Mais le pourquoi, c'est-à-dire qui devrons-nous être comme peuple, comme société, quel doit être notre projet, son articulation, sa formulation, quelle est la lecture que nous devons avoir de notre histoire, comment nous allons nous approprier cette histoire-là avec ses hauts et ses bas, ses insuffisances et ses défauts, mais faire en sorte que ce soit notre histoire. Tant que ce n'est pas le cas, on ne pourra pas être affirmatif dans la possession absolue de notre présent, encore moins de notre futur. Et vous voyez,
si on n'est pas en mesure justement d'être maître de son histoire, on aura l'impression de faire quelque chose de bien alors que c'est mal, et on aura fait quelque chose de mal alors que c'est bien. Et c'est ça qu'il faut éviter. Un soir, alors que vous sirotiez vos jus locaux, Ted vous dit, Aziz, chaque 22 novembre, nous organisons des prières pour ma défunte mère. Et pendant qu'un récital du Coran se déroule dans la cour de la maison, sa maison à lui, qu'il a donnée à un maître coranique, il y a une cérémonie de prière pour le repos de son âme, l'âme de sa mère, à l'église non loin de la mosquée du quartier. Aziz, votre commentaire, c'est la fin de l'émission. Oui, mais ça, c'est la beauté du Sénégal. C'est justement... Et là, je crois qu'on va un peu plus loin que Cheikh Hamidou Kane dans l'aventure ambiguë. Car s'il a posé de manière extrêmement pertinente, de manière soutenue, la question, si vous voulez, de la détresse humaine face à des choix. Je ne suis pas un pays dialobé distinct face à un Occident distinct, mais je suis une âme en détresse de ne pas être deux. Et la question qui devait être la question du choix, que choisir, personne ne pouvait trancher cette question-là. Et la première esquisse que j'ai vue à travers le fou qui s'habille en boubou traditionnel et met la redingote, c'est-à-dire qu'il faut mélanger. Non, le Sénégal dépasse là. Le Sénégal réconcilie les contradictions, c'est-à-dire absorbe ce qui vient de l'extérieur tout en s'ancrant davantage de ce qui le détermine fondamentalement. Et ça, c'est ce que Ted m'a appris et c'est ce que je voulais rappeler aux Sénégalais, que nous sommes un peuple grand et un peuple grand ne peut aspirer qu'à un destin à sa hauteur. Aziz Fall, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie. Chers internautes, vous l'avez suivi, c'était Aziz Fall, les promesses d'une devise. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.